Salut à toutes et salut à tous. On se retrouve sur la chaîne de QI, une fois n'est pas coutume, pour un nouveau live pour ces playoffs. Encore une fois, le second tour. Cette fois-ci, on va retourner analyser le hit comme mardi, le Hit Sixers, plus précisément, affiche du soir. Et on va revenir également sur la série entre les Bucks et les Celtics. Vous êtes parmi dans le chat, il y a 2-3 fans et des Celtics et des Bucks, bien évidemment, donc vous aurez certainement vu tous les matchs de la série. Ce résumé ne s'adresse pas forcément à vous, mais peut-être pour d'autres qui passeraient par là et qui voudraient avoir un résumé de la série, je me suis fait un petit résumé et avec en plus la possibilité de vous renvoyer vers 2-3 sources externes pour que vous puissiez après approfondir le sujet si ça vous intéresse, et puis ça permettra à la rediff YouTube, et on salue YouTube, d'avoir toutes ces infos-là si jamais ils voulaient récupérer tout ça. Donc désolé qui lag, désolé Black Ganon, désolé Celtics France, tout ça, vous connaîtrez un petit peu le résumé de la série. Néanmoins, je pense que ça fait pas de mal. Donc, plusieurs choses, et puis ça va me permettre moi d'orienter aussi l'analyse ensuite qu'on fera en vidéo, distiller 2-3 petites choses comme ça pour la suite. Je vais faire la transition bien sûr vers cette autre scène pour saluer encore une fois notre graphiste Erwan. Je place le shout-out comme d'habitude et je vous envoie dans le chat la petite commande pour le retrouver sur ses réseaux. Erwan qui nous fait l'illustration pour ses previews chez QI, pour toutes les previews, et on leur remercie encore une fois. Et puis je vais pouvoir vous montrer, vous envoyer vers une vidéo signée Ben Taylor, qu'on ne présente plus bien évidemment. Ben Taylor qui a fait une vidéo d'analyse sur le match 2. Alors que je vous envoie tout ça, voilà. Et je vous envoie dans le chat, alors du coup je vais la... Excusez-moi, je m'embrouille un petit peu. Tout n'est pas parfaitement fluide, mais vous m'en excuserez que je vous envoie ça dans le chat. Voilà, c'est fait. Ben Taylor qui faisait la vidéo d'analyse du game d'Horford. C'était au game 4, donc un match avant celui de la nuit dernière, bien évidemment, où les Celtics faisaient un match de traînard et finalement l'emportaient dans le 4e quart avec un Al Horford déterminant dans cette victoire. On va y revenir un tout petit peu dessus ensuite. Je vous invite à aller voir la vidéo de Ben Taylor, puisqu'il y a pas mal de choses sur lesquelles on va rebondir, on va pousser un petit peu plus loin toute l'analyse. Et puis surtout, dans cette vidéo de Ben Taylor, il y a un petit résumé aussi de la série sous l'angle tactique sur les premiers games. Donc ça ne mange pas de pain, je vous la conseille encore une fois. Un point, moi, qui me semble central sur cette série, et vous me direz dans le chat si vous êtes d'accord ou non, avec moi, c'est la défense intérieure et la dissuasion des Bucks qui est incroyable et qui gêne considérablement les Celtics. Ça empêche tout drive de la part de Jason Tatum, de Jaylen Brown, ça grippe énormément l'attaque de ces Six qui du coup vivent beaucoup avec leur adresse extérieure, que ce soit sur les mi-distances en attaquant le drop sur pick and roll, mais aussi bien évidemment à 3 points. Du coup, il y a une grande variance dans les résultats des Celtics selon qu'ils réussissent à rentrer leurs 3 points ou non. Des petits chiffres qui étaient justement dans les vidéos de Ben Taylor. Avec Giannis et Brook Lopez sur le terrain, sur les 3 premiers matchs de la série, l'offensive rating des Celtics s'élève à 92,6. C'est très faible. C'est très faible. Et surtout, encore plus important, 34% de réussite à l'intérieur. C'est vraiment extrêmement faible. Et ça prouve à quel point la défense intérieure des Bucks est incroyable. Sur la défense intérieure des Bucks et la dissuasion est incroyable, mais elle est couplée avec une très bonne défense extérieure. Jrue Holiday, Wesley Matthews, sur Jason Tatum notamment. Et c'est là que je peux profiter également de... je vais chercher, merci Guillaume, alors qu'en plus je t'envoie au casse-pipe puisque tu n'en as aucune idée. J'ai essayé de chercher moi aussi, mais je n'ai pas réussi à bien le faire. Donc, mais bon, t'inquiète pas, hein, c'est optionnel. Mais c'est vrai que ça nous permettrait de faire un two-man game incroyable entre moi et le chat et profiter encore une fois de tes lumières. Ça va me permettre donc de vous envoyer sur un autre article. Signé Nekias Duncan, bien évidemment, insider du Hits d'ailleurs, dont on parlera juste après, avec un autre article de sa part en plus, et un article sur l'importance de Wesley Matthews et surtout son impact à Wesley Matthews dans ses playoffs, qui est incroyable, que j'aime beaucoup.
défensivement très sous-estimé. C'est peut-être un des Factor X les moins discutés de tous les playoffs. On a parlé beaucoup de joueurs à Memphis, on a parlé pas mal de monde partout. Là, j'ai même pas tout le monde en tête, mais il y a pas mal de Factor X qui peuvent revenir ici à droite à gauche. Alors qu'on salue Ilmaticman qui arrive dans le chat, mais bienvenue à toi. Très content de te retrouver dans le chat. Et donc Wesley Matthews fait une très bonne série chez les Bucks, notamment sur Jason Tatum, au relais avec Drew Holiday. Donc je vous invite grandement à aller voir l'article de Nekias Duncan. Bien sûr, il y a comme d'habitude des points stats très intéressants, de la vidéo. C'est assez court, je vous invite fortement tous les anglophones à aller voir ça, c'est très intéressant. De l'autre côté, et là on va passer sur l'article d'FD, bien sûr, on en a déjà un petit peu parlé la dernière fois mardi en live, donc je ne vais pas revenir de manière beaucoup plus extensive dessus. Néanmoins, c'était l'autre penchant défensif, puisque c'est une série très défensive, on a parlé de la défense des Bucks, l'autre penchant c'est la défense des Celtics, avec un enjeu plus particulier, plus principal, c'est bien évidemment de limiter Giannis Antetokounmpo, de limiter son efficacité du mieux possible. Et pour ça, on l'a vu, et FD le soulignait très bien dans son article, il y a deux hommes clés chez les Celtics, Grant Williams et surtout Al Horford, bien évidemment, peut-être l'homme de cette série côté Celtics, qui individuellement réussissent à matcher avec Giannis Antetokounmpo, lui imposer la vie dure et surtout permettre aux Celtics de ne pas le doubler, parce qu'on l'a vu dans le Game 1 notamment, quand Giannis est doublé, il est maintenant assez bon playmaker pour pouvoir trouver tous ses coéquipiers qui pourraient se démarquer. Les Bucks se sont adaptés et il y avait déjà quelques propositions de la part d'FD dans l'article pour pouvoir se débarrasser, ou en tout cas passer outre cette défense des Celtics qui était très efficace contre Giannis. Il parlait notamment d'utiliser Giannis plus en dribble and off, ou en screener sur le pick and roll, ou off-ball. Vous pouvez le voir là, le pick and roll et le main à main initié par Giannis. Solution pour les Bucks, nous posait comme question FD. Et c'est effectivement ce que les Bucks ont tenté de faire, notamment dans le Game 3, avec plus d'écran à l'intérieur, le trouver lancé sur DHO, c'est-à-dire dribble and off. Donc il va donner le ballon à un coéquipier et poser un écran pour le libérer, et ensuite lui pouvoir rouler au panier. Il y a aussi quelques switches forcés, et on en revient aussi à la vidéo de Ben Taylor, que je vais pouvoir relancer. Voilà. Des Bucks qui se sont donc adaptés, et on l'a vu ensuite, une nouvelle réaction de la part des Celtics dans le Game 4, avec peut-être un petit peu de chance là-dessus, ou de sérendipité comme on dit. Donc du hasard naît quelquefois des ajustements porteurs et victorieux. C'était en fin de match où, avec le jeu des foul trouble, notamment le foul trouble de Jaylen Brown, on a vu un des Celtics à aller mettre en place un line-up très small ball, très small ball, puisqu'on se retrouvait avec Pritchard, Derrick White, Marcus Smart, donc Tatum en 4 et Horford en 5. Et en fait, c'est un line-up qui a fait très mal aux Bucks, et c'est un line-up, c'est Ben Taylor qui l'explique parfaitement bien dans sa vidéo, qui est possible de par la polyvalence défensive de Marcus Smart, qui a pu en fait switcher et aussi se positionner sur Giannis Antetokounmpo défensivement, et on le voit là à l'écran, avec succès. Alors parfois aidé au poste quand il fallait, et en fait ça a vraiment fait déjouer les Bucks, ce très small ball des Celtics, et ça a permis aussi, c'était aussi permis par Al Horford à 3 points, bien évidemment, qui fait un match incroyable à distance. Et ça va être très important cette fin de Game 4, et ces deux choses qui ont été le small line-up avec Marcus Smart sur Giannis, et surtout la menace d'Horford à 3 points, puisque vous allez le voir, on va retrouver ces éléments dans le Game 5, et on va surtout en parler à la palette. Ça va être très important de garder ça en tête, l'aspect spacing de Al Horford. Et d'ailleurs, du coup, je vous propose dans le chat une petite devinette, parce qu'on aime bien ça, les devinettes dans le chat. J'aime bien vous lancer là-dessus à chaque fois. À combien de pourcents
shoot à Lorford à 3 points sur cette série. Alors c'est sur cette série ou sur ces playoffs, je ne sais plus. Je vais vous masquer du coup. Voilà, je vais faire mon filou, je vais vous masquer ça comme ça, je vais pouvoir vérifier ce que j'avais mis si c'était sur les playoffs. Non, c'était sur ce tour-ci. Sur ce tour-ci contre les Bucks. J'ai mis sur ce tour-ci contre les Bucks parce que je me suis dit que c'était important par rapport au match-up. Donc, on a 39%, nous dit Kilak. 39%. J'attends d'autres propositions avant de faire un plus ou moins. N'hésitez pas les autres là, faut se mouiller. Allez, il faut pas avoir peur. Un truc monstrueux, genre 45 nous dit Black Cannon. 51% on a Jérémy qui nous dit 44. Qui sous-estime beaucoup la chose. Cam 36%. 36% il me semble que c'est son pourcentage du coup sur la saison. Alors Ford, 0% nous dit Guillaume, bien évidemment. 51. Bon alors du coup je vais vous le... Vous êtes plutôt proche en règle générale. 45 pour Black Cannon, 51. Du coup j'arrive pas à prononcer ton pseudo, je suis désolé. Nickelode, on va dire ça comme ça. Excuse-moi, tu me corrigeras du coup si tu veux dans le chat. Jérémy à 44, vous êtes plutôt proche. 56 nous dit Fizil, alors là c'est quand même beaucoup trop. Niki Loda, oui peut-être Niki Loda, effectivement. 46,7% pour Alorford. Je vous montre le tableau NBA Stats, même si je ne sais pas si vous verrez bien. C'est tout simplement le meilleur shooter à 3 points des Celtics. Et ça a une énorme importance parce que du coup, Niki Loda, voilà, Niki Loda, excuse-moi du coup d'avoir écorché ton pseudo. Une énorme importance du coup, c'est 46% à 3 points de la part d'Orford avec 6 tentatives, donc c'est pas rien, il y a quand même un peu de volume, c'est pas 3 shoots par match. Et donc ça va obliger, on va le voir, les Bucks à faire un choix et finalement à ne pas le laisser si libre que ça. Ça a été beaucoup le cas sur le début de série où on a beaucoup vu les Bucks se dire qu'ils pouvaient vivre avec Horford, la menace d'Horford à 3 points. On a vu au Game 4 que c'était pas forcément le cas. Vraiment, au Game 4, c'est ce qui offre la victoire aux Celtics. C'est le fait que c'est excellent, bien sûr, excellent pourcentage au shoot à 3 points d'Horford. Et donc, au Game 4, bien sûr, on a vu que ça avait tué complètement les Bucks. Et donc, du coup, on est sur un changement de tactique défensive du côté des Bucks qui ne peuvent plus le laisser autant au large qu'ils voudraient. Et ça emmerde énormément les Bucks qui, on le rappelle, jouent beaucoup en drop avec, sur pick and roll notamment, le big man qui, alors que ce soit Giannis ou Brook Lopez très souvent, va rester bas sur le drop et va du coup, quitte à délaisser le big man sur le roll et sur le pop notamment avec Al Horford, donc à 3 points, préférer le délaisser, lui offrir le shoot extérieur pour privilégier la protection de la peinture. Et donc on va voir que ça va poser problème aux Bucks et je vais vous montrer ça tout de suite. Pour être tout à fait didactique, on va revenir du coup sur cette idée de dissuasion. Juste pour vous montrer, ça va aller assez vite puisqu'on en a déjà parlé en long, en large et en travers. On a même prouvé ça par quelques stats. Encore une fois, vous voyez à quel point la présence ici de Giannis dans la peinture va empêcher Tatum de driver. Et on va avoir beaucoup de shoots à 3 points comme ça pris en désespoir de cause par les Celtics. On le voit bien ici. Il y a le drop qui est effectué. Wesley Matthews, il me semble que c'est Wesley Matthews. Oui, c'est Wesley Matthews. Qui reste bien au contact de Jason Tatum. Et on voit les Bucks qui délaissent, encore une fois, comme je le disais, le 3 points pour préférer protéger la raquette. Et on voit que ça empêche totalement Jason Tatum de driver. Il va ressortir sur Grant Williams. Et ça finit sur un 3 points un petit peu naze des Celtics. J'ai 2 autres clips comme ça pour vraiment expliciter cette dissuasion du côté des Bucks. Là, c'est Brook Lopez cette fois-ci et Bobby Portis qui se retrouvent à défendre la peinture. Et encore une fois, les Celtics qui vont du coup patauger un petit peu à l'extérieur et trouver un shoot moyen, on peut le dire, sans vraiment beaucoup de rythme. Vous le voyez là, on va revenir dessus bien. Vous voyez là, donc bien sûr, délaisser le shoot à 3 points. Grant Williams qui ne le prend pas, qui était un peu moins bon sur cette série que sur sa série face aux Nets, et qui est un petit peu en perte de confiance, du coup, qui prend moins ce genre de shoot. Et c'est bien sûr au désagrément des Celtics et à l'avantage des Bucks qui peuvent du coup bien protéger la peinture comme ici. Et dès qu'il y a le drive, l'aide de Bobby Portis, ça ressort derrière. Encore une fois, Daniel Theis, pas un énorme shooter à 3 points qui hésite, du coup qui va commencer à driver mais qui est très vite arrêté bien évidemment.
Bref, vous avez compris l'idée. Finalement, c'est Marcus Smart qui va prendre ce 3 points parce que lui, il n'a jamais peur de prendre quelque shoot qui soit. C'est la Marcus Smart expérience, un peu comme Dillon Brooks, un peu comme beaucoup de joueurs comme ça. On aime, on le déteste, mais c'est le package complet qu'il faut prendre. Et on va terminer un dernier clip pour montrer cette dissuasion-là. Encore une fois, ici c'est Brook Lopez qui va jouer la dissuasion. Et c'est Jason Tatum qui va du coup prendre ce mid-range un petit peu compliqué en fadeaway. Voilà pour la dissuasion de la peinture. C'était juste pour expliciter un petit peu ce que j'entendais par là et de bien montrer à quel point les Bucks priorisent vraiment la défense du cercle, la défense de la peinture et que les Celtics du coup se retrouvent à prendre beaucoup de shoots à l'extérieur. Là-dedans, comme je le disais, Horford offre beaucoup de spacing et offre une option viable à 3 points, on l'a vu, 46% sur la série à l'extérieur. Et du coup, quand il y a drive et qu'il y a aide de la part de Brook Lopez, ça ouvre et ça offre un shoot ouvert à haut pourcentage pour les Celtics. Ici, c'est Derrick White qui va passer le ballon à Jason Tatum. Jason Tatum qui va driver et en drivant, il va amener l'aide. Vous voyez, c'est que Brook Lopez qui est en charge de la défense du cercle, qui était dans le corner puisqu'il était sur Al Horford, son vis-à-vis défensif. Avec ce drive-là, ce bon drive de Jason Tatum, Brook Lopez va se décaler pour protéger la peinture. Horford, du coup, est laissé tout seul. La très belle passe de Tatum en rythme dans la poche du shooter. Horford fait filoche. Et vous voyez que c'était dans le 4e quart-temps avec un score très serré. Dans le Game 4, c'est ça qui a tué, entre autres, les Bucks. Même c'est complètement ça qui a tué les Bucks pour le coup. Redrive de Jason Tatum. Alors c'est un pick and roll cette fois-ci. Tatum-Horford. Donc du coup un jeu 1-2 entre les deux et un pick and pop du coup plutôt. Puisque sur l'écran de Horford, on voit bien encore une fois que Lopez priorise la défense de la peinture. Drew Holiday continue de défendre sur Tatum sur le drive pour vraiment lui empêcher tout accès au cercle. Et qui se retrouve bien évidemment tout seul à 3 points, c'est Horford qui va encore une fois planter ça. C'est toujours le même principe, mais ça permet de voir plusieurs situations pour que vous compreniez bien l'importance du spacing d'Horford. Hier, une des premières occasions du match, les premiers points de Boston, puisque vous voyez, c'est vraiment au tout début de ce match. Al Horford qui va poser un écran pour Jaylen Brown cette fois-ci. Encore une fois, cette fois-ci, ce n'est pas Robin Lopez, mais c'est Giannis Antetokounmpo qui privilégie la défense de la peinture. Du coup, les deux sont sur Jaylen Brown. La petite passe là est libre et ce sera Jaylen Brown qui va prendre cette passe. Horford à mi-distance. Money. Donc vous voyez, ça a été un schéma répété bien évidemment par les Six et ça va permettre justement d'ancrer ce qui va nous amener à la suite, le fait que les Bucks ne peuvent pas laisser aussi libre que ça Horford, puisqu'ils ont déjà perdu un match avec ça. Donc, ils sont embêtés dans leur défense par le jeu à mi-distance et à 3 points d'Al Horford, et ça va du coup les obliger à moins bien aider dans la peinture, à moins bien défendre le cercle et à moins bien défendre le rollman ou le poseur d'écran quand il s'agit d'Horford. Et vous allez voir que ça va avoir une grande incidence juste après sur la suite de la palette, alors que je vous lis rapidement. Deuxième mi-temps, Game 4, Tatum, drive de suite dès la réception du ballon, même si on le force à gauche plutôt que d'essayer de tergiverser ou de revenir à droite. CF, ton clip. C'est une autre chose, je sais que Guillaume, ça lui tient à cœur, et tu as fait un petit tweet là-dessus, il me semble, sur justement l'importance de la défense des Bucks sur Tatum, qui le force souvent sur sa main gauche. Tu as tout à fait raison, donc c'est très bien de faire la précision. C'est Brook, pas Robin, bien évidemment, bien sûr Kilak, excusez-moi, petit erratum de Kilak dans le chat, tu fais très bien. Corrigez-moi hein, quand je fais ce genre de petites erreurs, je suis dans mes tunnels. J'oublie des fois et je fais ce genre d'erreur débile. Brook Lopez, bien évidemment, non pas Robin. La vie aurait été plus simple si c'était Robin. Ça, c'est très vrai. Mamzerito, les deux jumeaux n'ont pas forcément les mêmes qualités dans le jeu. C'est Batman, pas Robin, exactement. On sait qu'ils aiment à se cosplayer de la sorte. Black Cannon qui nous dit c'est lui qui fait s'ouvrir la peinture dans le 4e quart-temps. Ce sera intéressant à voir contre le Heat si on passe. Effectivement, il va y avoir des choses à voir avec le Heat potentiellement, si toutefois vos deux équipes passent, bien évidemment.
Oumux qui nous dit bonsoir à tous, bonsoir à toi. Tu arrives au milieu de la palette vidéo et on a déjà pas mal résumé la chose. Là, c'était un petit peu de l'introduction. On va passer au vif du sujet avec le prochain clip. Puisqu'on va voir justement que toute cette dissuasion-là près du cercle qui empêche les Celtics de driver et qui les empêche de dérouler leur jeu offensif comme ils l'entendent, il y a plusieurs façons de la contourner et les Celtics ont plutôt fait un bon travail sur ce Game 5. On y vient enfin à ce Game 5. Ils ont plutôt fait un très bon travail sur ce Game 5 pour justement passer outre cette dissuasion, la contourner ou réussir en tout cas à profiter des moments où elle serait plus faible. C'est notamment le cas quand il n'y a plus Lopez ou Giannis sur le terrain. Alors, il y en a toujours un des deux, malgré tout, qui se relaie. Les rotations de Budenholzer sont plutôt bonnes là-dessus. Il sait que ce serait suicidaire de les faire reposer au même moment. Mais il y a toujours, du coup, des passages où il n'y a que Brook Lopez ou que Giannis Antetokounmpo sur le terrain, qui sont les deux forces principales de cette défense de dissuasion dans la peinture et cette défense du cercle. Et là, on va le voir que, quand on parlait tout à l'heure un petit peu en intro avec Cam de Bobby Portis, on va voir que Bobby Portis, il donne pas du tout les mêmes garanties défensives que Brook Lopez ou que Giannis Antetokounmpo, bien évidemment, a fortiori. Et on va le voir. Quand il n'y a pas, là c'est en l'occurrence il n'y a pas Robin Lopez là à ce moment-là, on va voir que ça ouvre des possibilités pour les Celtics. On va voir comment ils peuvent parfaitement jouer de cette absence. Et encore une fois, Horford est au cœur de ces possibilités-là, puisque c'est Giannis qui doit défendre le cercle en l'absence de Robin Lopez, et c'est Giannis qui ne peut pas le faire puisqu'il défend sur Al Horford. On le voit ici, Giannis qui est en tête de raquette avec Bobby Portis, pardon. On va voir Marcus Smart profiter d'un double écran un petit peu lâche, certes, mais qui mobilise du coup les deux intérieurs en tête de raquettes. Et donc du coup, avec un jeu de passe rapide, on a une ligne de fond qui est grande ouverte pour Jaylen Brown, qui est bien défendu par Jrue Holiday, pas très bien défendu pour le coup par Jrue Holiday. L'aide par contre de Wesley Matthews, et c'est Wesley Matthews, je pense à l'opposé, il me semble, oui. L'aide de Wesley Matthews est plutôt bonne. Mais voilà, c'est déjà trop d'espace d'offert pour Jaylen Brown. Et ce qu'il y a d'intéressant à noter sur cette action plus particulièrement, à part les magnifiques lunettes de Bobby Portis, c'est l'aspect double écran en tête de raquette pris par Marcus Smart, histoire de mobiliser absolument les deux grands en tête de raquette pour pas qu'il n'y ait d'aide en ligne de fond. Voilà, ça c'était la chose qu'il fallait voir sur ce clip. On passe à la suite. Encore une fois, pas de Brook Lopez. J'essaye maintenant de pas faire l'erreur. Pas de Brook Lopez, donc. Cette fois-ci, c'est Jaylen Brown qui drive. Et cette fois-ci, c'est carrément Marcus Smart qui va attaquer Bobby Portis et qui va le bully, tout simplement. Alors que Marcus Smart n'a pas une grande efficacité au shoot à l'intérieur. Il est peut-être même plus efficace à 3 points qu'à l'intérieur. C'est dire la série défensive à l'intérieur qu'offrent les Bucks. Et la Marcus Smart expérience, encore une fois, on peut le dire comme ça. Encore une fois, vous le voyez, Giannis Antetokounmpo, celui qui dissuade le mieux, qui est sur l'elbow, qui est obligé d'aider de défendre assez haut à Horford, puisque c'est une menace à 3 points. Là, il aide un petit peu mollement, un petit peu trop mollement, là, pour le coup, Jaylen Brown. Qui va faire cette première percée qui ne fonctionnera pas. Encore une fois, Wesley Matthews, je vous renvoie à l'article de Nekias Duncan juste avant, très bon défenseur. Et là, encore une fois, c'était pour dire aussi à quel point Bobby Portis n'offre aucune garantie quand on voit qu'il se fait driver et marcher dessus à l'intérieur par Marcus Smart. Il y a des questions à se poser du côté de Bobby Portis. Et on peut regretter, et on y reviendra du côté du 8 tout à l'heure, on peut regretter l'absence d'un PJ Tucker sur ce genre de possession et de line-up. On sait qu'il avait été d'une grande importance pour les Bucks dans la conquête du titre l'année passée. Sur ce genre de moment, il faut reposer le Robin Lopez. Alors dans un autre registre, il serait quand même beaucoup plus efficace là, PJ Tucker, que Bobby Portis. Voilà. On va passer au clip suivant. Encore une fois, pas de Brook Lopez. Giannis qui reste en tête de raquette. Et vous voyez à quel point là, Giannis est obligé de revenir sur un renfort. Celui-là, je l'aime beaucoup parce qu'il montre à quel point il y a eu une différence dans la série où habituellement les Bucks laissaient Al Horford shooter.
Là, vous avez vu le close-out de Giannis qui est vraiment énorme. Vous avez vu, par rapport au pick and roll, il est toujours dans cette dissuasion du drive pour empêcher Tatum de driver. C'est la première priorité défensive des Bucks. Mais tout de suite après, quand Tatum fait la passe à Al Horford, là, c'est plus la même limonade. Alors, Giannis joue un peu moyennement le coup. Il est un peu, comme je disais tout à l'heure, les Bucks ont tendance à rentrer difficilement dans leur match, je trouve, sur cette série. Le premier quart-temps, comme ça, hier sur le Game 5, c'était un petit peu compliqué, on sentait un petit peu la fatigue. Giannis peut-être plus efficace en défense que ça, il est un peu trop lent là-dessus, je trouve. Donc le close-out n'est pas très bon du coup, et c'est ce que nous dit d'ailleurs Guillaume dans le chat. Al Horford du coup peut driver, il attire l'aide bien sûr, il fait parfaitement la bonne lecture dans le corner, ça déroule. Marcus Smart qui se permet de continuer le drive plutôt que de prendre le 3 points. Mais ce qui est bien là aussi, c'est que comme il n'y a pas de Brook Lopez, il n'y a qu'un seul intimidateur proche du panier. Et donc du coup, même sur un drive comme ça, ça permet d'engager celui qui va venir intimider, va venir contrer au panier. Et donc du coup, la petite pocket pass qui permet à Al Horford d'avoir assez de temps pour finir au cercle. Pas de Brook Lopez, pardon. Une dissuasion bien moindre du côté des Bucks et on a tout ce genre d'actions qui permettent aux Celtics de driver et d'avoir des paniers plus simples dans la peinture et c'est très important pour cette offense des Celtics qui va se permettre de souffler un petit peu. Je vous lis rapidement dans le chat avant de passer à la suite. Trop cher Tucker, nous dit Cabalito. Effectivement, ça, à un moment, il faut faire des choix et voilà, c'est pas forcément toujours facile. Ni complètement libre de la part des équipes, bien évidemment. Après, on peut aussi se dire que, parce que je pense que les Bucks pouvaient prolonger puisqu'il était déjà chez eux, on peut aussi se dire qu'après, voilà, les proprios peuvent faire l'effort ou non. Hein, ça, on va pas rentrer dans la critique anticapitaliste. Je laisse ça à Cam dans le chat. Il fera ça très bien. Il sera mon second gauchiste en chef. Donc, je vous lis rapidement dans le chat. La mascotte du TD Dragon préfère que ce soit Brook. Effectivement, Fidil, très bien vu. Et encore une fois, excusez-moi pour cette erreur avec Robin Lopez. C'est bien sûr Brook Lopez qui manque à ces Bucks-là quand il n'est pas sur le terrain. Voilà, Kilak qui avait call le problème de Bobby Portis en défense. Tac, tac, tac. C'est à Giannis d'aider, même quitte à abandonner Horford. Je suis bien d'accord, Guillaume, il y a cette vraie priorisation. En fait, je trouve que pour l'instant, c'est pas encore clair, je trouve, du côté des Bucks. En tout cas, le dernier match, je trouve que justement, ils étaient un peu dans un entre-deux bâtard et du coup qui n'aide en rien, parce que ça n'aide pas. Et donc, j'ai hâte de voir le prochain match, voir si les consignes seront plus claires et si on aura un vrai choix de potentiellement mourir avec les 3 points d'Horford en continuant d'aider malgré ça. Surtout que je trouve qu'en fait, c'est peut-être plus viable dans le sens où tu peux aider, mais quitte à enlever la passe en fait. Je pense aider d'une manière à ce que ça gêne la passe pour Horford sur peut-être venir plus haut de tête de raquette. Enfin bref, je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Tac tac tac, Gobert, ça parle de Gobert qui ferait du bien au Mavs un peu partout, tout ça. Il y a un très bon, du coup j'en profite en termes très opportunistes de vous renvoyer vers le podcast de Guillaume, puisque avec Jérémy il parlait justement des possibles destinations de Rudy Gobert. Donc allez voir ça, allez écouter ça après le live. Dans 5 minutes, N5 va nous rename Jalen en James. Non, quand même pas. Kilak, je comprends que je sois un peu en mode tunnel et que je fasse des conneries bêtes, mais alors James, non, je ne pourrais pas quand même renommer Jalen Brown en James Brown quand même. Ça serait trop éloigné. Tac, tac, tac. Alors du coup, c'est vrai que pareil, comme j'ai pas mal zappé des clips, il y en a certains où je ne suis pas sûr. Ah oui, pourquoi ne pas plutôt mettre Giannis sur Smart dans cette situation? Le shoot à 3 points de Smart, les Bucks peuvent survivre à ça. C'est aussi un des choses que j'attends, c'est de voir si... Et il y a des clips là-dessus que je montrerai. Alors je sais pas si je vais les montrer ce soir en live, mais peut-être je m'y attarderai un peu plus dans une vidéo d'analyse qui tomberait demain. Si j'ai le temps, c'est pas sûr. Il va falloir que je vois comment je peux m'organiser demain pour réussir à faire ça. Je suis pas trop sûr, mais oui, c'est une adaptation possible. C'est justement de pas mettre Giannis sur
Al Horford à ce moment-là et de le mettre du coup sur un shooter plus faible pour pouvoir justement le garder dans ce rôle de roamer, comment on appelle ça, je n'ai plus le terme. Bref, Guillaume me reprendra dans le chat encore une fois un podcast du Basket Lab qui en parlait. Roamer ou je ne sais plus. Lowman, le Lowman, bien évidemment. Et voilà, Lowman qui est confirmé par Guillaume, qui donc du coup va aider et va venir dissuader au cercle. Et donc du coup, oui, s'il est placé par exemple sur Marcus Smart de base, ça permettrait de le libérer sur ces aides-là. Marcus Smart ou un autre, c'est quelque chose à envisager en tout cas du côté des Bucks comme potentiel ajustement. Guillaume qui nous dit de noter l'angle des close-out de Wes Matthews pour empêcher justement l'extra pass. Donc voilà, une des choses à noter en plus, vous pourrez regarder le replay à la rediffusion avec ça en tête. Smart et Horford, c'est 33 et 34% à 3 points cette saison. Merci aux Mooks pour la précision. Mais comme on l'a vu juste avant, Horford, certes, 33% à 3 points sur la saison du coup, mais encore une fois dans la série 46%, voire même presque 47%, et donc du coup ça change justement la dynamique de cette défense de la part des Bucks. On va passer à la suite des clips puisqu'il y en a encore un petit peu, et cette fois-ci c'est quand il n'y a pas Giannis sur le terrain. Cette fois-ci Brook Lopez est présent, vous le voyez ici dans le corner sur Grant Williams. C'est Tatum qui va obtenir le pick and roll en tête de raquette. On note l'incroyable défense de Bobby Portis, qui est dans un no man's land, mais alors comme jamais. Voilà, encore une fois, Bobby Portis, oui, des rebonds offensifs, tout ça, alors très bien. Mais alors la défense, oh là là, c'est difficile. Donc, Jason Tatum qui va parfaitement jouer ce pick and roll avec Daniel Theis. Vous avez vu que les deux sont libres. Alors là, pire situation pour les Bucks. Jrue Holiday qui est quand même à la poursuite de Jason Tatum, ça oblige forcément l'aide de Brook Lopez à l'intérieur. Et étant donné que avant ça, la défense n'est pas bonne du tout sur l'écran sur le pick and roll, Jrue est trop en retard et ça ouvre la passe à Daniel Theis qui est sous le cercle et qui finit très simplement. Ça, c'est dans le cas où la défense sur le pick and roll en haut est très mauvaise. Jrue ne va pas jouer aussi mal le pick and roll, je vous rassure, défensivement, ça arrive que peu. Bref, c'est toujours des choses d'opportunité comme ça à aller chercher. Mais vous allez voir, c'est pas du tout ce qui prédomine et c'est pas du tout les ouvertures qui sont les plus intéressantes à jouer du côté des Celtics. Alors que je vous remets une dernière fois ce clip avant de passer au suivant. Tac. Cette fois-ci, donc, encore une fois, un pick and roll avec Jason Tatum en tête de raquette. C'est Derrick White qui fait l'écran. Et là, ça va être intéressant de regarder, de prendre un petit peu plus large, puisque on arrive... Alors là, en plus, il y a Giannis et Brook Lopez en dissuasion. Donc, les deux peuvent venir aider dans la raquette, et les deux sont donc sur des défenseurs dans le corner, ça permet d'aider le plus facilement qui soit. C'est donc du coup, et là on en reparlait tout à l'heure, Cam qui disait que Marcus Smart était peut-être limité en meneur. Là c'est intéressant justement d'avoir Derrick White dans le 5, puisque Jason Tatum va faire parfaitement cette passe. C'est donc du coup Derrick White qui est complètement ouvert en tant que rollman, puisque c'est lui qui a posé l'écran. Et du coup, ça ouvre des possibilités de playmaking quant à l'aide. Et du coup, ça va ouvrir ce lob et cette cut parfaite de Daniel Theis. Il y a un dernier détail que vous auriez pu louper, que je trouve très intéressant sur ce pick and roll. C'est d'où vient l'aide potentielle. Et alors là, j'espère bien m'expliquer parce que ça peut rentrer dans le truc un peu technique. En gros, sur le pick and roll, il y a deux côtés. Il y a le côté faible et le côté fort. Normalement, l'aide doit venir du côté fort. C'est-à-dire, ici, c'est le côté faible. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un joueur donc, des Celtics pour un seul défenseur des Bucks. Ici, c'est l'inverse, vous voyez, 2 défenseurs des Bucks pour 2 attaquants des Celtics. On préfère du coup défensivement que l'aide vienne de ce côté-là, pour que ce défenseur-là puisse dézoner ici entre les deux et choisir un des deux défenseurs. Et donc du coup,
pouvoir donner une défense s'il y avait un shoot à 3 points, si le rollman sortait après l'aide défensive, si le rollman fait une passe à l'extérieur, il y aura toujours ici Grayson Allen qui sera capable d'aider sur un ou deux des joueurs. C'est un petit peu moins chiant pour une défense à concéder. Ce qui est intéressant ici, c'est que du coup, ça ouvre potentiellement, ça permet surtout d'avoir qu'une seule aide défensive à l'intérieur, c'est-à-dire Brook Lopez, et pas et Brook Lopez et Giannis Antetokounmpo. Parce qu'il y a des fois où, quand il y a ces deux défenseurs-là des Bucks sur le terrain, où Brook Lopez, Giannis Antetokounmpo, en l'occurrence, se place à la place de Grayson Allen. Et donc, dans ce cas-là, en fait, ça pose problème parce qu'il y a d'un coup deux intimidateurs à l'intérieur et ça empêche, par exemple, ce genre de passe lobée à l'intérieur. Donc, c'est encore un peu plus technique et c'est difficile à provoquer de la part d'une offense, mais quand c'est le cas, et encore une fois, on retrouve qui ? Al Horford dans le corner qui permet d'éloigner du coup Giannis Antetokounmpo de cette aide ici. En fait, c'est vraiment le setup parfait de la part des Seas pour, alors qu'il y a les deux intimidateurs des Bucks, finalement réussir à n'en subir qu'un seul. Voilà, j'espère que c'est clair. C'est un peu technique là pour le coup. On rentre beaucoup dans les détails et c'est pas forcément une action qu'on verra très souvent de la part des Celtics parce qu'il faut que le set soit vraiment plutôt parfait pour le jouer. Mais voilà, c'était un des trucs que je voulais notifier sur cette séquence parce qu'il y a beaucoup de niveaux de lecture intéressantes. On reprend pour faire un sommaire global. Un intérêt à jouer small avec un autre meneur, ça permet d'avoir une possibilité de playmaking sur le rollman, c'est-à-dire un rollman capable de faire des passes intéressantes à l'intérieur. Et encore une fois, ce côté fort, côté faible, avec un côté fort où il n'y a qu'un seul intimidateur en la personne de Brook Lopez, et donc du coup de limiter le second intimidateur à un rôle d'aide défensive sur le rollman et de close-out potentiel à 3 points, et donc qui empêche d'avoir deux intimidateurs réellement dans la peinture. J'espère que c'est clair, que je ne vous ai pas perdu. N'hésitez pas dans le chat s'il y a des questions, bien évidemment. Encore une fois, ce n'est pas un set qui va se reproduire non plus des masses de fois pour les Celtics. Néanmoins, s'ils peuvent le faire, c'est vraiment très viable. C'est un des seuls trucs viables, je trouve, face à ces deux intimidateurs-là pour avoir potentiellement des shoots proches du panier, les shoots que veulent provoquer les Celtics. Autre arme anti-dissuasion de la part des Celtics, je vais laisser tourner le clip et ensuite je vous ferai l'analyse un petit peu plus poussée. J'adore. Énorme presque poster de Jaylen Brown. Bien évidemment, les capacités athlétiques de Jaylen Brown qui n'ont plus à être prouvées. Et on le voit, c'est encore Brook Lopez qui va venir dissuader ici et faire faute, puisqu'il y a bien évidemment faute. Et ça va permettre aux Celtics d'avoir deux lancers francs. Et ici, ça va être intéressant de voir justement comment se joue l'aide. Encore une fois, il y a Brook Lopez et Giannis Antetokounmpo sur le terrain. Donc la pire potentielle situation, ça siffle pas en Angleterre, nous dit Cam. Effectivement, on peut le voir comme ça, mais il y avait faute. Hein. Clairement, là, il prend bien en dessous de la main. Et c'est dommage, parce que sinon on aurait eu un poster incroyable. Mais bon, c'est comme ça. Bien joué de la part de Brook Lopez. Il vaut mieux faire faute à ce moment-là. Sans se prendre le dunk dessus, parce que sinon c'est vraiment terrible. Donc, Derrick White en tête de raquette. Ce qui va nous intéresser, c'est comment Giannis Antetokounmpo et Brook Lopez vont être éloignés de la peinture. Très clairement, vous voyez que la peinture est évidée. Et comment ils vont être mis en situation de défendre au loin et donc du coup les éloigner pour pouvoir que s'ils viennent aider, ils viennent en aide, mais que tardivement, exactement ce qui s'est passé sur l'action. Du coup, c'est vous allez voir, c'est un DHO, un dribble end off de la part de Al Horford. Excusez-moi, je fatigue un peu dans tous ces tunnels. Un dribble end off de la part d'Al Horford avec un double screen finalement, puisque Marcus Smart fait un premier screen pour libérer Jaylen Brown. Vient ensuite le DHO d'Al Horford qui va libérer du coup Jaylen Brown pour ce drive. Puisque et Giannis Antetokounmpo et Brook Lopez vont être du coup encore une fois mobilisés, voilà c'est ça que je cherchais, mobilisés par ce double mouvement. Vous voyez que Giannis Antetokounmpo
est sur Marcus Smart. On en parlait tout à l'heure de l'ajustement potentiel pour l'éloigner d'un shooter. Il est donc mobilisé par ce premier écran de la part de Marcus Smart, et donc du coup potentiellement après la démarcation de Marcus Smart. Brook Lopez, lui, est sur Al Horford, et donc du coup les deux sont mobilisés plus loin que le porteur du ballon, qui va recevoir le ballon, c'est Jaylen Brown. Jaylen Brown qui va réussir à driver assez rapidement pour que l'aide ne se fasse que tardivement du côté de Brook Lopez en l'occurrence, et ce sera suffisant pour aller chercher la faute et presque marquer sur lui. Ne penses-tu pas que l'impact physique des Bucks, notamment via Giannis, a contribué à fatiguer les Seas et à leur faire manquer de lucidité qui leur coûte le match en quatrième quart-temps? Oui et non, je pense, dans le sens où les Bucks sont tout autant fatigués en fait. Et je pense que l'impact physique il joue dans les deux sens. Et quand je vois Giannis, en fait, par exemple, typiquement, et j'allais y venir, donc tu m'offres la transition parfaite. Typiquement sur cette action, je trouve que Giannis, il est encore une fois un peu juste sur les aides et il est un petit peu, pas feignant, mais je pense qu'il peut pas se donner autant qu'en début de série. Parce que sinon, je pense que typiquement sur ce genre de schéma, il peut mieux aider. Il peut être plus attentif, plus réactif habituellement, et je pense que ça lui coûte à lui aussi. Donc en fait, je pense que je suis assez d'accord avec toi que effectivement ça peut jouer dans la lucidité des quatrièmes quart-temps et du clutch time, la fatigue, très clairement. Je pense malgré tout que les Bucks sont au moins autant fatigués et impactés par cet enjeu physique entre les deux équipes sur la série. Voilà, c'était à peu près tout du coup pour tout ça. Il me manque quelques petites choses, il me semble. Oui, un dernier clip. Un dernier clip, en plus ça va faire plaisir à Guillaume, alors que Loopsy nous suit, il rentre dans le 5 avec nous, bienvenue à toi. N'hésite pas dans le chat si tu as des remarques à nous faire remonter, j'essaye de toutes les lire, toutes les remonter. Un autre clip, alors que Eguza fait de même, il rentre dans le 5 et toi aussi, bah bienvenue à toi aussi, ça fait très plaisir de vous avoir, bienvenue à tous les nouveaux qui nous regarderaient, et n'hésitez pas si vous êtes sur la rediff YouTube, à venir sur la chaîne Twitch, il y aura le lien en description, comme ça vous pourrez ne rien manquer et venir participer avec nous dans le chat. L'ambiance est très bonne comme vous le voyez. Dernier clip, Guillaume va être content et FD va être content puisqu'on parlait de ça avec FD et vous avez une vidéo YouTube là-dessus, c'était sur la série, alors que je vous envoie le lien vers le YouTube, notre chaîne YouTube. On avait fait un live sur le Suns Pelicans du tour précédent et on va parler de cette action, le Spain Pick and Roll. Alors, le Spain Pick and Roll, c'est aussi intéressant et ce serait peut-être potentiellement une solution pour les Celtics pour libérer la peinture. C'est au game 4, celui-ci, qu'on l'a vu, donc pas le game d'hier, mais c'était bien chez les Bucks. Et donc, je vais vous expliquer rapidement en quoi cela consiste. On a un premier écran d'Al Horford pour Jason Tatum. Alors ça, dans le Spain Pick and Roll, c'est accessoire, c'est pas obligatoire, c'est en plus. Ça va permettre de faire croire notamment à Giannis, bon alors c'est pas si bien joué, mais ça pourrait faire croire à Giannis que Tatum est loin, parce que tout l'intérêt du Spain Pick and Roll, ça va être de jouer un pick and roll, notamment tête de raquette. Ici, Marcus Smart et Al Horford, donc défendu par Pat Connaughton et Giannis Antetokounmpo. Et dans un second temps, alors qu'on dit, on salue Y Sniper, bien évidemment, bienvenue à toi aussi. Alors que dans un second temps, en même temps que le pick and roll, en fait, ici vous allez voir Tatum, ou un autre joueur, ça peut être un autre joueur, qui va en fait poser un back screen dans le dos de Giannis Antetokounmpo pour empêcher Giannis de venir aider dans un second temps, notamment sur le drive de Marcus Smart, et c'est exactement ce qui va se passer. Vous allez le voir tout de suite, voilà. Et je vais remettre et on va faire des pauses pour que tout le monde puisse bien voir. Encore une fois, le pick and roll qui est appelé entre Marcus Smart et Al Horford. Vous l'avez vu, comme d'habitude, Giannis est en position de drop, c'est-à-dire qu'il reste devant la raquette pour empêcher le drive de Marcus Smart, quitte à délaisser le rollman Al Horford à 3 points. Marcus Smart qui va bien driver, et alors que Giannis voudrait retourner vers la peinture pour venir aider et dissuader à l'intérieur, l'écran, le screen de Jason Tatum l'en empêche. Matthews qui ne fait pas la rotation défensive pour venir aider sur le drive et bloquer Marcus Smart. Et Marcus Smart qui peut filer vers le panier sans défense. Alors que Guillaume
est espagnol, nous donne de quelques notions d'espagnol incroyables, et des notions d'espagnol techniques pour le Spain Pick and Roll, que je vous invite bien évidemment à suivre dans le chat. Donc voilà, c'était une autre action que je trouvais intéressante. Alors, encore une fois, c'est pas parfait de la part des Bucks, hein, comme je vous le dis. Matthews doit pouvoir aider à ce moment-là sur le drive de Marcus Smart. Et normalement, le Spain Pick and Roll est beaucoup plus efficace quand on a un playmaker élite qui va pouvoir en fait profiter de ces différents écrans et des marcations et autres pour en fait faire des passes aux bons endroits et se jouer en fait de chaque adaptation défensive. Si ça vous intéresse, encore une fois, on a une vidéo qu'on avait fait suite à l'article d'FD, et on a même l'article d'FD que je vais vous envoyer, tiens. Je vais aller le chercher sur QI. L'article d'FD, donc c'était sur la série précédente entre Suns et Pelicans, donc c'est un petit peu daté bien évidemment, mais pour autant, si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur le Spain Pick and Roll en tant qu'action, bah, je vous invite à aller checker ça. C'est un article, encore une fois, super cool de la part d'FD. Et puis comme on le salue assez régulièrement, je vais également vous envoyer la commande pour FD dans le chat. Mais est-ce que c'est la bonne commande? Oui, c'est la bonne commande, bien évidemment. Je vous invite à suivre FD sur Twitter. C'est notre MVP chez QI. De magnifiques articles de sa part tout au long de ces playoffs. Voilà, c'était tout pour cette palette vidéo. Pas graphique, des formations professionnelles. S'il en est. Voilà. Pour cette palette vidéo entre les Celtics et les Bucks. Tout ça pour dire qu'il y a eu vraiment des beaux mouvements de la part des Celtics, je trouve, dans ce Game 5, qui a été, encore une fois, on le rappelle, hein, malgré la défaite des Celtics, qui s'est jouée dans les dernières minutes, qui a été plutôt en la faveur des Celtics, et qui ont fait un vrai bon travail, qui ont mené très, très globalement sur le match, et qui ont su justement trouver des lignes de drive là où il n'y en avait pas encore dans cette série, là où les Bucks étaient les plus forts, hein, dans la dissuasion, dans la protection de l'arceau, dans la protection sur les drives. Et donc je me dis que c'est des choses qui ne sont pas perdues pour les Celtics et qui pourraient se rejouer au prochain match. Alors ensuite, les Bucks vont pouvoir aussi réagir. On le notait tout à l'heure, je ne sais plus qui le disait tout à l'heure. C'était peut-être Killa, qu'il me semble. Mais voilà, l'idée de... Non, c'était Ilmatic Man. C'était Ilmatic Man qui nous disait justement qu'il y avait des adaptations pour les Bucks potentiellement de effectivement positionner Giannis Antetokounmpo les minutes sans Brook Lopez, de pouvoir le positionner ailleurs que sur la défense d'Al Horford, histoire justement de le laisser pouvoir aider dans la peinture. C'est un des ajustements possibles. Donc on va voir comment ça va pouvoir se jouer de la part des Bucks. Mais en tout cas, les Celtics peuvent s'ouvrir ce genre de ligne de drive et ça va être intéressant à suivre parce que c'est forcément quelque chose sur lequel ils vont devoir appuyer. Personne n'a répondu. Ibaka dans la rotation, ça vous semble envisageable? Nous demande Fizil. Ouais, Ibaka, il n'a pas joué des playoffs, il me semble. Si je ne me trompe, Kilak nous confirmera ou nous infirmera. Je crois qu'il il a joué un peu la fin de saison. J'étais surpris de le voir un peu jouer la fin de saison, mais je pense que physiquement c'est un peu juste Ibaka. Ça me semble un peu juste pour lui. Et Kilak non plus, il semble pas du coup a priori qu'il ait joué dans les playoffs. Donc je pense que c'est difficile de lancer un joueur qui n'a pas joué depuis X temps directement, surtout dans une fin de série. Il faut vraiment pouvoir apporter directement. Même Thanasis a eu plus de temps de jeu. Bon bah voilà, c'est dire. Donc je pense que c'est un peu râpé pour Ibaka.